Alors bonjour Stéphanie, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler de ton sujet, ton cœur d'activité. Avant ça, je t'ai prévu une petite série de questions. Il faut répondre sans trop réfléchir. Est-ce que tu es plus film ou Netflix? Netflix. Nord de la France ou sud de la France? Ah, le sud, hein. Facebook ou Insta? Facebook. TikTok ou LinkedIn? LinkedIn. Plutôt film ou livre? Ça dépend des périodes, mais sur le papier, je regarde plus de films, mais j'aime beaucoup les livres. Quantité ou qualité? Qualité. Matin ou soir? Matin, Chien ou chat? je dirais chat. Foot ou rugby? Judo, je dirais rugby. Plage ou piscine? Piscine. Cocktail ou bière? Bière, carrément. Sieste ou fiesta? Fiesta. Café ou thé? Café. Mail ou téléphone? Téléphone. Plutôt vendre ou fidéliser? Fidélisé. T'es plutôt bureau ou télétravail pour travailler? Bureau. Électro ou rap? Rap. OM ou PSG? OM. Et plutôt leader ou manager? À leader, je pense. Et une dernière, salarié ou indépendant? Indépendant. Ok, ça roule. Bon, écoute, c'est bon pour moi pour les petites questions. Du coup, je te laisse te présenter aux abonnés qui ne te connaissent pas encore. Ok. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Stéphanie Daucher. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt de directrice marketing, donc dans différentes startups, gros groupes. Et je me suis mis à mon compte il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, j'ai créé une agence marketing spécialisée dans la génération de leads B2B. Donc, principalement pour, on va dire, deux types de clients. Donc, d'un côté, des TPE-PME de 1 à 30 collaborateurs et de l'autre côté, plutôt des coachs, où là, on va être plutôt sur la mise en place des tunnels de vente et de stratégie d'acquisition. Ok, très bien. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus tes services, voilà, pour vulgariser un petit peu les choses? Ouais, en fait, pour faire très simple, les personnes qui viennent me voir, ce sont des sociétés qui ont déjà, on va dire, des prospects, donc qui tournent, qui ont du chiffre d'affaires, etc., et qui souhaitent soit d'une part accélérer leur croissance, donc avoir plus de leads entrants, soit qui souhaitent mettre en place un système de génération de leads parce qu'aujourd'hui, ils sont uniquement sur du bouche-oreille, du réseau. Voilà. Et donc, du coup, ils veulent scaler un peu leur modèle. Et on va travailler ensemble sur cette partie-là. Donc, moi, je vais faire une sorte d'audit interne pour comprendre où ils en sont dans leur stratégie d'acquisition. Et je vais leur poser la question fatidique de combien de leads ils veulent par jour, parce que c'est aussi en fonction de. Parce qu'en fait, il y en a qui veulent générer des prospects, mais il y a une différence entre en avoir 2 par jour et d'en avoir 200 par mois. Et donc, Mm. du coup, en fonction de ça, on ne va pas mettre en place la même stratégie. Et donc, en fonction de l'objectif de la société, de son niveau de maturité digitale, on va mettre en place une stratégie qui sera différente d'une boîte à une autre. Ça peut être aussi bien une landing page optimisée sur laquelle on va envoyer du trafic. Ça peut être de faire du scrapping. Ça peut être du Facebook Ads. Enfin, voilà, ça va être assez différent, mais en fait, ça passe avant tout par la compréhension du besoin, la compréhension du marché. Ok, comment tu juges, toi, la pertinence de l'acquisition en ligne au niveau des clients et au niveau de la publicité en ligne en 2022? Est-ce que tu penses que on est encore sur des circuits traditionnels qui sont plus efficaces et l'acquisition en ligne est un complément, ou est-ce que c'est l'inverse, on a basculé sur mettre tous ses efforts vraiment sur l'activité en ligne et l'acquisition traditionnelle est en train de disparaître? Non, enfin, moi-même, j'ai été très surprise parce que je suis très digital native. Donc, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit digital à fond. De toute façon, puis c'est ce que je vends. Donc, je prends à fond dans le digital. Et malgré tout, je me suis dit, en fait, tu as un peu la solitude quand même du démarrage. Donc, aussi pour sortir un peu de ça, je me suis mis à faire quelques soirées réseau. Et en fait, à chaque fois, ça m'a rapporté des clients, quoi. Donc, en fait, ça m'a un peu aussi cassé dans mon esprit. Je me disais, en fait, il n'y a que le digital avant tout. En fait, non. Je pense que les deux, en fait, se nourrissent l'un l'autre. Parce que quelqu'un qui va te voir en soirée, après, il va aller voir ton LinkedIn, il va aller voir ton site. Et donc, du coup, si tu as mis en place tous les éléments de réassurance et les bonnes preuves sociales, du coup, ça va accélérer la conversion. Mais du coup, enfin, je ne pense pas que tu vois, on peut faire que du physique ou que du digital. Je pense que les deux sont aujourd'hui un incontournable. Mais voilà, je suis bien revenue sur mon côté full digital. Je pense que le physique, c'est à pas sous-estimer. Et il y a beaucoup de boîtes, notamment les boîtes que j'accompagne moi pour le coup, sont aujourd'hui très dans le physique. Et ça marche. C'est juste qu'elles passent à côté d'un relais de croissance qui est énorme, qui est le digital, quoi.
Ok, d'accord. Et au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux expliquer, toi, comment tu as décidé justement de devenir indépendante et pourquoi et comment est-ce que tu t'es décidé de te focus vraiment sur l'acquisition client? Ok. Alors moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Clairement, je pense que c'était assez présent en moi très tôt. J'ai toujours voulu créer ma boîte. Donc j'ai participé il y a un petit moment maintenant à des concours de pitch, à des week-ends startup. Bon, à chaque fois, ça s'est bien passé. J'ai toujours fini deuxième. J'avais fait un pitch à Microsoft aussi. J'ai fini deuxième. Enfin voilà. Mais malgré tout, tu vois, parce qu'il y a d'un côté en fait ce qu'on te renvoie, le pitch, l'incubateur et le passage à l'action, et souvent il y a un fossé et on a tendance à le sous-estimer. Et si tu veux, les idées sur lesquelles j'avais pitché, que je trouvais top, en fait, sur le papier, franchement, elles n'étaient pas viables. Donc, c'est vrai que je ne m'étais pas sentie à passer à l'action. Et puis, je pense que je manquais de maturité à ce niveau-là. Et puis, du coup, j'ai fait un peu mes armes en entreprise. Je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place, même si ça a été des expériences plutôt. Enfin, tu vois, je garde un très bon souvenir. J'avais toujours envie d'aller plus vite, d'aller plus loin. Voilà, je sentais que voilà, bouillonnais en moi. Et donc, souvent, en fait, le passage à l'action se déclenche par une émotion. Tu as une émotion forte qui fait qu'il y a quelque chose que tu avais en toi depuis des années. Et puis, en fait, l'émotion va faire que, bah, allez, c'est bon, tu vas basculer. Hmm. Et là, l'émotion, elle était double. Du coup, dans ma dernière expérience, j'étais partie dans une start-up. Donc, l'idée, c'était de s'associer. C'était assez clair. Et au bout de 6 mois, au final, l'association, elle n'était pas aussi claire des deux côtés. Donc, c'était un format un peu stock option qui ne me convenait pas. Tu vois, moi, j'avais vraiment envie de monter au capital pour de vrai. Donc, bah, sans rancune, tu vois, ça s'est arrêté là. Donc, j'ai compris qu'en fait, si ça venait pas de moi, c'était pas ma boîte, ça allait être compliqué. Et ce qui est normal, tu vois, d'aller emborder sur un projet. Et deux, c'est la naissance de mon deuxième enfant, c'était de se dire, bah voilà, sur des tables de directrice marketing, clairement, être à la maison à 5h30, c'est pas vraiment une option, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, les deux émotions cumulées, je me suis dit, bah voilà, je pense que c'est le moment. Et du coup, je me suis lancée comme ça. Et du coup, je suis ravie, en fait, hein. Franchement, je suis super ravie. Voilà. Ouais, on revit qu'on est à son compte et on encourage toutes les personnes chez qui ça fait écho pour se lancer. Voilà, quand on sent que c'est le moment, il faut vraiment y aller de toutes ses forces. Ouais. Exactement. Et après, voilà, je pense que c'est très personnel et je pense qu'il y a des gens qui sont bien salariés. J'avoue Ouais. que c'est confortable parce que quand tu passes à ton compte, tu Ouais. vois aussi ce que tu as perdu, en fait, quelque part. Tu vois. Enfin, les congés payés, enfin, tu n'as plus de congés payés, tu as des congés, mais tu ne décroches pas dans ta tête, tu vois. Enfin, tu es toujours à fond, quoi. Enfin, mais en même temps, enfin, moi, ça me convient tellement, quoi, tu vois. Et je fais pas forcément moins d'heures, mais en fait, voilà, je peux moduler comme je veux, quoi. Tu vois, je peux partir à 5 heures et chercher mes gosses. Alors, j'y vais une fois sur deux, je vais pas tous les soirs, je finis plus tard les autres soirs, mais après le soir, je peux me reposer, rebosser 1 heure ou deux le soir. Enfin, voilà, et j'ai pas de compte à rendre et je suis en paix avec moi-même, tu vois. Et franchement, ça me va bien, quoi. Ouais, il y a ça et le fait que tu sois aussi contraint au résultat, quoi. Quand tu es, quand t'es un entrepreneur, tu as l'obligation que ça décolle tout de suite. Et ça peut être une pression positive ou négative en fonction des cas. Exactement, ouais. Ouais, C'est clair que j'étais très anxieuse par rapport à l'argent. Je pense que, voilà, enfin, de par aussi mon passé, etc., pour moi, c'était un vrai sujet. Donc, ouais, très rapidement, je me suis dit, voilà, que je me sorte un salaire rapidement. Ça, au ouais. démarrage, j'ai lancé une marque de produits zéro déchet. Tu vois, j'ai vendu 150 produits avec des mécaniques d'acquisition diverses. Mais j'ai très vite compris que sur du produit, il fallait faire du volume pour dégager un salaire, parce que les marges sont faibles. Surtout que j'étais partie sur un produit Made in France et qu'en plus, ça prenait beaucoup plus de temps. Alors que tu vois, là, pour le conseil en marketing, spontanément, on venait déjà me voir sans que j'avais prospecté. J'avais ouvert un statut en 2017, tu vois, j'ai toujours fait un peu de conseil à côté de mes tafs. Et donc, du coup, je sentais que l'attraction, elle était là, tu vois. Donc, et qu'en plus, ça me plaisait. Et aujourd'hui, j'adore, tu vois, découvrir plein d'industries différentes. Je trouve que ça me nourrit vraiment cérébralement. Ça me nourrit vraiment cérébralement et ça, c'est super cool. Et donc, du coup, je reviens à ce que tu disais. Effectivement, le game, c'était de se dire, au bout de 3 mois, il faut que je sois autonome financièrement. Il faut que je puisse me sortir un salaire, tu vois, qui me permette de vivre. Parce que bah, du coup, après, tu as une famille aussi. Et puis, voilà, faut que ça rentre, hein, clairement. Après, voilà. Donc, du coup, enfin, on va dire que ça a fonctionné assez rapidement. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai envie de voir en fait ce qui m'attend, tu vois, de dérouler la suite du film. Ouais, carrément, carrément. Vraiment, Bah, ouais. tes services sont excellents, donc forcément, ça peut être, l'avenir peut être que bon, c'est la mise en place qui est un peu compliquée. Au niveau des freins que tu vois au niveau de tes clients, quels sont les principaux blocages qu'ont les sociétés justement à se lancer dans la publicité en ligne et dans le fait de mettre en place ces stratégies? Ouais, alors déjà, il y a une méconnaissance.
Du coup, c'est anxiogène. Quand tu connais pas quelque chose, en fait, tu as du coup des idées reçues, tu as des peurs. Et donc ça, c'est un vrai frein. Euh, En fait, c'est un peu l'histoire de dire, bah, moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça, donc je vois pas pourquoi je le ferais, tu vois. Et en Hmm. fait, ils passent à côté quand même d'un vrai relais de croissance, donc ça, c'est un peu dommage. En fait, souvent, ils n'ont pas d'idée du coup. Donc, suivant les sociétés, tu en as qui sont assez ouvertes et tu en as qui sont surpris par le coût parce que tu as le coût de la gestion de campagne et après, tu as le coût de la régie publicitaire. Donc, Ouais, des fois aussi, c'est un peu surprenant. Enfin, voilà. Et au démarrage, en fait, un des freins que ça peut être, c'est que en fait, on s'attaque là à la partie du marketing la plus dure qui est l'acquisition payante. ouais, Donc, ça arrive que ça marche du premier coup, mais des fois, ça marche pas du premier coup. Tu vois, il faut être honnête. Enfin, il y a des boîtes où il faut débugger la matrice, quoi. Et donc, du coup, on a besoin de faire des tests. Et du coup, des fois, certains clients ont du mal à l'appréhender ou à le comprendre et ils sont un peu stressés, tu vois. Et du coup, bah, ça me stresse un peu parce que moi, mon but, c'est d'apporter le maximum de valeur. Mais vraiment, c'est arriver au démarrage à dire, bon, bah, comment on débug la matrice? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui va pas marcher? Mais sans faire un minimum de tests, en fait, tu peux pas savoir. Donc, parfois, ça marche du premier coup parce que voilà, la cible, elle est très claire. Mais tu vois, j'ai un exemple très concret de client sur un secteur d'activité qui est ultra niche, qui est les travailleurs détachés, donc des travailleurs polonais, roumains, portugais, espagnols qui viennent en France, soit dans les CHR, soit enfin, commerce, hôtel-restaurant, prêter main forte sur la période estivale, soit sur les chantiers. Donc, du coup, on est sur un marché assez niche. Et bah voilà, on a testé plusieurs stratégies, donc qui sont page de vente optimisée, génération de trafic. Donc ça marche assez bien parce qu'on est sur des requêtes intentionnistes. Donc les gens vont aller déclarer dans Google ou regarder dans Facebook, voir ce qui les intéresse, ils s'arrêtent et derrière, ils remplissent un formulaire. Et sur la partie plus, on va dire, call emailing à froid, où on va aller scraper de la donnée, on va aller contacter des gens par email, par LinkedIn, là, on a des taux de réussite qui sont beaucoup plus faibles. Parce qu'en ouais. fait, il y a une méconnaissance de la cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne savent pas dire, en fait, c'est quoi leur cible, tu vois. Et en fait, tu as certaines industries, notamment là, c'est quand même compliqué de détecter les signaux faibles, tu vois. Comment savoir quelles boîtes du BTP font appel à la ressource étrangère, tu vois. Donc, des fois, en fait, tu as aussi des freins structurels qui fait que c'est pas évident et ça demande, en fait, de l'agilité de la part du client et du prestataire de trouver des solutions communes et d'itérer pour trouver le bon canal. Et des fois, c'est un peu des freins en se disant, bah voilà, on va pas y arriver, ça va me coûter cher, c'est stressant, enfin voilà. Mais au final, on n'y arrive toujours pas à trouver. C'est une question de temps et surtout de créativité des deux parties, quoi, tu vois. Et voilà. Et au niveau des bénéfices que ça apporte, tu as quelques exemples justement de résultats concrets au niveau de l'activité? Ouais, en fait, clairement, enfin, déjà, moi, ce que je trouve cool et pourquoi je me suis positionnée sur le marché des TPE-PME, Euh, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est émotionnel, hein, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, en fait, bosser avec ces boîtes-là, j'ai vraiment l'impression de leur apporter de la valeur, tu vois. Hmm. Ils connaissent pas le digital, c'est un sujet qui est un peu oxygène. Ils savent qu'il y a des trucs à faire, mais ils maîtrisent pas. Donc là, tu sens vraiment que tu leur apportes de la valeur et tu apportes de l'utilité. Et ça, je trouve ça super cool. Et enfin, le deuxième pan, c'est que d'un coup, la magie opère. C'est-à-dire que d'un coup, tous les jours, ils reçoivent des leads. Donc, c'est trop bien. Enfin, tu vois, c'est comme. Donc, tu as tes leads qui rentrent sur ton business, ton réseau, etc. Et tous les jours dans ta boîte mail, tu reçois des mails en disant tu as un nouveau lead, tu as un nouveau lead, tu as un nouveau lead, quoi. Et donc, du coup, ils ont des fichiers où des leads s'incrémentent, soit par des stratégies Google Ads, soit par du scrapping, soit par du LinkedIn. Et donc, du coup, enfin, je vois vraiment le bénéfice, tu vois. Enfin, ils sont ravis, quoi. Ils sont ravis de voir que ça fonctionne et ils sont ravis aussi de pouvoir alimenter des commerciaux derrière, quoi, tu vois. Ok, excellent. Euh, Quel est selon toi le meilleur moment justement pour mettre en place ces stratégies, que ce soit sur le B2B, sur des sociétés, des TPE par exemple, pour prendre cet exemple, ou bien si on fait un parallèle sur le B2C, donc le particulier, quelqu'un qui aurait un petit business en ligne, infopreneur, vente de formation, ou bien e-commerce, à partir de quel moment tu conseilles de te lancer là-dedans? Alors, en fait, si tu veux, de ce que j'ai moi pu remarquer, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où je me lance from scratch, genre je démarre mon activité où elle est très jeune et je veux me lancer dans l'acquisition. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. C'est soit tu as un vrai product market fit, donc là, tu sens que le marché, il est mûr et du coup, ça marche.
soit il n'y a pas de produit market fit et là, c'est l'échec total. On va dire que c'est assez binaire. Idéalement, c'est mieux de se lancer quand tu as quand même de la traction naturelle, donc du référent. Parce que ça a prouvé quand même que, ton produit est en cohérence avec les attentes du marché. Et que deux, tu as quand même un minimum, enfin, une offre et une idée de ton persona. Parce que sans ce prérequis-là, c'est très compliqué de construire une stratégie d'acquisition. Euh, voilà, mais comme je dis, enfin voilà, moi j'ai l'exemple de business de clients qui au final avaient un site mal référencé et sur lesquels on a lancé des stratégies et qui ont ultra bien fonctionné. Alors que tu vois, voilà, j'avais émis quand même des doutes en disant, ouais, il n'y a pas de référent, tu vois, il n'y avait pas vraiment d'historique. Mais en Hmm. fait, ils sont tellement sur une niche et le Ouais. produit, il répond à un réel besoin. En fait, ça marche du feu de Dieu, quoi. Je trouve que c'est une des campagnes les plus performantes, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même cet aspect quand même product market fit. C'est-à-dire que on fait du marketing, on ne fait pas de la magie non plus, quoi. Donc, en fait, on peut écrire la meilleure page de vente, enfin, le meilleur copywriting, les meilleures séquences email, scraper ton persona idéal. Mais en fait, si ça ne répond pas à un besoin urgent et spécifique, Ouais. voilà. Et là, voilà, c'est le fail, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est quelque chose d'important à rappeler, c'est que parfois les gens, c'est vrai qu'ils ont une offre, par exemple quand je prends un exemple de produit de formation que je connais bien, parfois en effet c'est pas assez spécifique, donc du coup ça accroche pas vraiment, et là il y a un retravail de refonte à faire derrière pour essayer de retravailler peut-être son produit, mais de l'amener avec un marketing d'une meilleure manière pour cibler plus précisément. Est-ce que toi, ça t'arrive de justement d'amorcer ces communications avec les structures pour leur expliquer que d'après ton recul, là actuellement, l'offre n'est pas assez bien définie, il y a un travail à refaire au niveau de la manière dont ils présentent l'offre aux clients. Ouais, ça m'arrive. Souvent, quand on part sur des stratégies d'acquisition de trafic via leur site, il y a quand même un audit qui est fait sur les landing pages, voire même des landing pages qui sont refaites. Et des fois, on va même un peu plus loin. Pour donner un exemple très concret, en fait, j'ai un client qui fait du financement de matériel productif, donc PC, tracteur, enfin voilà, en fait, tout ce qui va permettre à une société en fait, Ok. de produire de la valeur. On est plutôt dans le matériel, hein, clairement. Et si tu veux, donc lui, il a son compte, il a créé sa structure il n'y a pas très longtemps, il tourne un peu sur son réseau, donc il avait besoin aussi d'avoir du lead frais en dehors de son réseau, tu vois, déjà pour se rassurer aussi sur enfin, ses compétences commerciales, il ne savait pas trop de doute, mais aussi pour voir que son activité tourne pour de vrai, tu vois, en dehors de cette partie réseau. Hmm. Et donc, on a fait une première campagne. On a eu beaucoup de leads, mais tu vois, quoi que dans la matrice, c'est que des gens qui ne sont pas finançables. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, tu as un peu la voiture balai des gars qui ont fait le tour des banques. Et en fait, dernier recours, ils tapent sur Internet comment financer ma boîte. Et donc, du coup, ils tombent sur nous. Et en fait, voilà, en gros, on avait 20% de gens qui étaient Hmm. potentiellement finançables. Du coup, enfin, ce que j'ai proposé, c'est de segmenter. Ouais. Et donc là, on a fait 3 landing pages différentes. On est parti sur une landing page agriculture, donc financement de matériel agricole, une landing page financement de matériel informatique et une landing page financement de travaux publics, enfin matériel de travaux publics. Hmm. Déjà, on a vu que travaux publics, on ne faisait pas de conversion, donc tu vois, on a redispatché les budgets. Agricole, ça marchait super bien, mais on avait, tu vois, entre 30 et 50% de leads finançables, donc beaucoup mieux déjà. Et D'accord. informatique, ça marchait un peu moins bien, enfin, en termes de. Enfin, quand je dis marchait moins bien, ça générait de leads, mais avec un coût par lead un peu plus élevé. Mais par contre, qui était beaucoup plus finançable, tu vois. Donc, du coup, ça nous permet aussi de rentrer nos stratégies. Donc là, on a, tu vas virer un persona. Et du coup, les autres, on va du coup réallouer les budgets, etc. Mais tu vois, le fait de vouloir travailler par vertical et par offre spécifique, ça nous a permis, en fait, déjà de sortir en fait, de requêtes trop généralistes qui ramenaient un peu le fond du panier, tu vois et du coup, il doit rapporter de la valeur au client. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ça ouvre d'autres perspectives en disant, bah, demain, on peut tester le financement de flotte de véhicules, on peut tester le financement de bornes de recharge, parce que c'est un marché qui est ultra important en ce moment, tu vois, bornes de recharge électrique. Donc voilà, c'est vraiment aussi tout ce travail-là de définition de l'offre. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais sur la partie coach, en fait, souvent, je pense, un des travers, c'est de se dire, mais je suis trop spécifique, bah, du coup, ça ne va pas marcher, ou je ne vais pas être, voilà, je vais pas répondre le besoin, enfin, mass market, ou on ne va Ouais. pas trouver, ou je vais passer à côté de trop d'opportunités. En fait, en étant trop large, les gens, ils ne se retrouvent pas dans, tu vois, en fait, Ouais. dans le problème que tu vas résoudre, en fait, dans ta douleur, en fait. Donc, en fait, au contraire,
plus tu es spécifique, déjà plus tu es crédible, parce qu'en fait, tu as une vraie expertise que tu développes, tu vois. Et plus, en fait, c'est facile derrière d'aller identifier ton persona cible, parce que, en fait, tu réponds aux besoins précis d'une cible, tu vois. Donc, il ne faut pas hésiter à être spécifique. Après, ça ne veut pas dire que tu vas, tu vois, genre, si tu as ton offre, tu as trois segments d'offres, bah voilà, tu pitches un des segments et les deux autres, tu fais deux landing pages différentes, tu vois. Mais Hmm. en gros, franchement, moi, mon conseil serait, enfin, il faut être spécifique, clairement. C'est super important, c'est pour ça que moi aussi, l'agence, après, ça prend du temps, enfin, dans le sens où il faut se trouver, parce que d'être spécifique, c'est aussi faire quelque chose qui te ressemble et qui te parle, tu vois, et qui résonne en toi. Moi, enfin voilà, au fur et à mesure, mon positionnement s'est affiné. Et là, du coup aussi, parce que des agences digitales, il y en a des tonnes, tu vois. Donc là, c'est agence digitale pour des boîtes de moins de 30 collaborateurs, B2B, sur l'acquisition, quoi. Je ne fais pas de community management, je fais quasi, enfin, jamais de B2C de manière très exceptionnelle, mais que sur des gros paniers. Je vais pas sur des grands groupes, ça m'intéresse pas du tout, tu vois, j'ai pas du tout envie d'aller bosser là, quoi. Donc voilà, et aussi d'assumer, en fait, de l'assumer et d'assumer d'être clivant et de ne pas pouvoir travailler pour tout le monde, tu vois. Et c'est pas grave, parce que ton marché cible, il est suffisant pour que t'en vives, tu vois, au final. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est vrai que c'est important de rappeler que voilà, il faut être ultra précis. C'est comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui veulent cibler tout le monde en se disant j'aurai plus de clients. Au final, ils touchent personne. Tandis que si tu es ultra précis, rien ne t'empêche, une fois que ça fonctionne, de créer un autre produit pour Clairement. cibler un petit peu plus large progressivement. Donc, il faut partir du spécifique pour élargir après progressivement au lieu de faire l'inverse. On va revenir un peu sur le persona, parce que ça, c'est un truc qui est hyper, hyper important. Moi, j'aime voir le persona comme essayer d'arriver suffisamment à connaître son client jusqu'à même arriver à le visualiser. Savoir ce qui l'empêche de dormir la nuit, à quel moment ce problème est un problème, comment il s'habille, comment il consomme, sa classe sociale, vraiment arriver à visualiser la personne. Ouais, salut Steph, désolé, on a été coupé, on a eu un petit problème technique. On va reparler du persona. Est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce que le persona pour les gens chez qui ça ne parle pas forcément? Ok, le persona, ça va être le profil psychologique de votre prospect. En fait, c'est indispensable pour enfin, n'importe quelle campagne marketing, même pour votre site internet, même pour de la prospection commerciale. En fait, plus vous allez comprendre votre prospect et mieux vous allez adresser le besoin. Euh, En fait, moi, quand je commence à travailler avec mes clients, j'ai un rendez-vous que j'appelle un rendez-vous d'onboarding où justement on passe 2 heures ensemble à définir deux choses, un, le persona, deux, l'offre. En fait, sur le persona, ce qui est ultra clé à définir, c'est quoi ses douleurs par rapport à l'offre. En gros, qu'est-ce qui lui fait mal, quoi. Ben, par exemple, si on prend, j'ai travaillé un peu aussi à côté dans l'immobilier, Sylvain, si on prend un profil plutôt immobilier, enfin, la personne, ça va être, elle cherche à vendre son bien. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi la douleur, en fait, qu'elle ressent quand elle vend son bien, tu vois. Elle ne connaît pas le prix. Enfin, du coup, elle va mettre un prix hasardeux. Les gens visitent, s'en vont. Elle ne sait pas pourquoi, au final, ils ne la rappellent pas et pourquoi elle n'a pas vendu. En fait, ça va être d'appuyer et d'identifier en fait, toutes ces douleurs que votre cible, que la cible potentielle va ressentir pour après les retranscrire dans le pitch. Et ça, c'est super important. Donc, on définit les douleurs. Donc, 4, 5, enfin voilà. En principe, voilà, on tourne entre 1 et 4 douleurs. Tu vois, c'est pas la peine d'en avoir 15, mais vraiment, ça va être les douleurs les plus urgentes et les plus spécifiques. Après, c'est quoi les conséquences de ces douleurs? Tu vois, dans quelle situation émotionnelle ça va la mettre? Tu vois. Ce serait quoi sa situation idéale? Donc, bah, du coup, de connaître instantanément le prix de sa maison et la vente dès le lendemain. Tu vois. Donc, en gros, ça permet aussi d'aller aiguiser ton discours et ton copywriting par rapport à cette situation pour la projeter dans un environnement dans lequel elle se sentirait confortable. Après, on va définir c'est quoi ces solutions actuelles et c'est quoi ces fausses bonnes solutions. Tu vois. Et une fois qu'on a en fait déjà brossé ça, ça va permettre vraiment d'établir déjà un peu dans la psychologie du prospect. Alors après, il y a toutes les questions, la moyenne d'âge, homme, femme, les loisirs communs, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller brosser un portrait un peu psychologique du prospect pour comprendre un peu son mécanisme. Donc ça va être plutôt l'information client. Quand le client ne le sait pas, ça pose un vrai problème parce qu'on ne va pas pouvoir, enfin, tu vois, bâtir une offre ou un discours commercial ou un discours marketing
sur en fait, des douleurs et des problèmes qu'on n'a pas identifiés, tu vois. Donc, moi, ce que je fais souvent dans ces cas-là, soit je demande au client de réaliser une enquête, donc on définit ensemble, donc il avait 10, 15, 20, 30 clients, soit je le fais moi en interne, et donc du coup, justement, pour aller partir à la découverte en fait, des besoins et des douleurs du client. Franchement, sans ce travail-là, c'est ultra compliqué d'aller bâtir une stratégie marketing qui est cohérente et pertinente. Donc, c'est le prérequis qui est indispensable. Vraiment, vraiment, c'est super important. Et ce qui est aussi super important, c'est vraiment euh, d'aller vraiment creuser le profil psychologique. Vraiment se mettre dans sa peau, tu vois, quand tu disais, voilà, moi je vais imaginer pourquoi il se réveille la nuit, comment il s'habille, ce qu'il consomme, mais en fait, voilà, il faut aller aussi loin que ça, quoi. Vraiment. Mhm. C'est plus on a d'infos, plus on va pouvoir en fait utiliser ces mots quand il exprime en fait son problème. Et en fait, plus la personne va sentir que bah, du coup, elle est comprise et que vous apportez une solution concrète, quoi. Donc, c'est ultra important. Je dirais que c'est un prérequis, quoi. Ouais, ouais, c'est important, hein. Moi, je vous invite à regarder un petit peu autour de vous si vous avez ce client idéal et une fois que vous le cernez, vous pouvez l'observer dans la rue, ben, vous l'invitez à manger et vous le faites parler. Et je pense que ça peut être un bon moyen justement de noter, de bien visualiser son persona. Qu'est-ce qu'une bonne publicité selon toi? C'est quoi la définition d'une bonne publicité? Alors, en fait, c'est assez large comme question. C'est-à-dire que ça va dépendre vraiment déjà de la plateforme que tu vas utiliser. Mais en gros, une bonne publicité, si on parle sur la partie technique, c'est une publicité qui va avoir en fait, pour qu'il y ait une bonne publicité, techniquement, en termes de résultats, ça va être le nombre d'impressions sur le nombre de clics. Ça Ouais. définit un CTR. Sur ton CTR, tu vas pouvoir déjà savoir si toi, parce que les chiffres ne mentent pas. Donc, sur la base de ces chiffres, tu vas pouvoir savoir si c'est une bonne ou pas une mauvaise publicité. Après, une bonne publicité, ça va être une publicité avec la bonne accroche. L'accroche est ultra pertinente, tu vois. Le titre, c'est un titre qui est assez court souvent, que ce soit sur Facebook, sur Google Ads, mais souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à réaliser. Trouver la bonne accroche en quelques mots. Euh, et l'image. En fait, c'est compliqué à répondre à ta question spontanément parce que en fonction des régies publicitaires, les publicités sont extrêmement différentes. Tu vois, sur Facebook, ce que tu vas chercher, c'est ce qu'on appelle le scroll stopper. Donc, en fait, la personne va dérouler sur son téléphone, voilà, Mhm. sur son PC. Et toi, ce que tu veux, c'est l'arrêt du scroll. C'est lui générer un arrêt. Tu vois ta publicité, tu dis, ah, ça m'intéresse. Pourquoi avoir une image en premier? Donc, du coup, dans ton image, tu obtiennes l'arrêt du scroll. Donc, il faut que tu aies une image qui soit percutante. Ça ne veut pas dire forcément une image de pro, tu vois. Une belle image, Mhm. ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, ça marche assez bien. Mais ça va être voilà, de la vidéo. Les 3 premières secondes, pareil, doit être très efficace parce que, en principe, tu t'arrêtes sur les 3 premières secondes et après tu zappes ou tu continues. Tu vois. Moi, ce qui marchait bien passer un temps, c'était les gens qui ouvraient des boîtes, parce qu'en fait, tu as envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte, par exemple, tu vois, ou des gens qui Mhm. restent des colis, etc. Donc voilà, vraiment la pertinence, ça va être sur Facebook, la photo, le visuel. Après, voilà, ça dépend de l'industrie et tout. Enfin, compliqué de rentrer vraiment dans le détail. Mais le visuel, objectif, arrêt du scroll. Et après, ça va être ton titre, qui va être en fait ton forme de call to action. Donc là, tu as un peu les mots-clés qui vont être offerts, gratuits, des mots, des verbes d'action. C'est super important. En fonction de voilà, ce que tu vas pitcher comme offre, tu vas pouvoir, voilà, enfin, tu vois, devis gratuit. Par exemple, vu que je suis plus sur la génération de lead, je vais avoir tendance à mettre des mots type gratuit, devis gratuit ou renseignement offert, ou, tu vois, des choses comme ça. Et après, en troisième, le texte. Mais vraiment, en premier, ça va être une image percutante, un titre accrocheur et après du texte. Et après, sur la partie Google Ads, là, c'est un peu différent parce qu'on est moins sur l'image. On va dire que si on est vraiment sur du réseau, à part si c'était sur du display, mais si c'était vraiment sur du search pur, on va être là sur des mots. Donc là, il ne faut pas hésiter à rajouter des variables en fait, personnalisées qui va reprendre un peu la structure en fait, de recherche du prospect. Et, pareil, tu vois, on est sur des mots de 60 caractères, enfin, on est sur des phrases de 60 caractères, donc c'est assez court. Donc en fait, il faut être ultra percutant, ultra punchy. Il faut aller straight to the point, des phrases simples, mais qui expriment clairement en fait à quel besoin tu réponds. Voilà. Et après, se fier au CTR et itérer, itérer. Donc rappel du CTR, nombre d'impressions, nombre de clics. Ok. Si on fait un parallèle entre les différents réseaux, bon, publicité sur Facebook et Instagram du coup, Google, tu l'as un petit peu évoqué. Quelle serait la différence par exemple avec la publicité sur YouTube et sur LinkedIn?
Alors, moi, je fais pas de publicité sur YouTube. Aujourd'hui, ça se ferait moins dans mon industrie, enfin, dans l'industrie dans laquelle j'opère. Et sur LinkedIn, j'accompagne plutôt les clients à la rédaction des posts. Ok, En fait, tu as un reach qui est énorme en natif sur LinkedIn. Je pense que c'est un vrai réseau social dédié aux opportunités business. Donc, si tu es malin en termes de création de contenu, tu peux avoir du reach en t'affranchissant de la régie publicitaire de LinkedIn. Et également, tu peux facilement faire du scrapping et aller du coup contacter en direct en fait, ton persona sur LinkedIn sans faire de la publicité, mais directement en les invitant, en visitant leur profil, en leur envoyant des messages privés. Donc moi, sur LinkedIn, je ne vais pas aller faire de la publicité. Je travaille sur les deux axes qui vont être la marque personnelle qui est toi, en fait, le premier ambassadeur de ta marque, avec une stratégie de contenu et derrière des hacks qui vont être d'aller relancer toutes les personnes qui ont visité ton profil, d'aller relancer toutes les personnes qui t'ont envoyé une invitation, en disant pourquoi tu m'as envoyé une invitation, engager la conversation auprès de gens qui sont ce qu'on appelle un peu l'audience tiède, c'est-à-dire qui quand même envoient des signaux comme quoi ce que tu publies, ça les intéresse. Et ça marche super bien parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent, il faut prendre les gens par la main pour passer à l'action. ouais. Donc, en fait, quand c'est toi qui les contactes après qu'ils aient visité ton profil, souvent ils disent ah oui, j'ai vu ce que tu avais posté, du coup j'ai un besoin, donc je me renseigne et hop, tu peux engager la conversation. Tu vois. Et si tu ne le fais pas, il va passer sur son profil, il va partir. Tu vois. Alors, peut-être que dans 6 mois, il viendra vers toi. Et ça te permet de gagner du temps, ou peut-être que dans 6 mois, il ne serait jamais venu vers toi et il aurait été pêché par quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais vraiment, voilà, prendre les devants. Ça, c'est super important et ça marche super bien. Et après, tu vois, moi, la deuxième chose que j'exploite beaucoup, c'est d'aller vraiment scraper les personnes sur LinkedIn, les personnes de mes clients. Et après, de lancer des campagnes où on va les inviter, leur envoyer des messages, etc. Et ça permet aussi d'aller élargir un peu le cercle et le réseau en fait, du client sur des profils pertinents. Et derrière, s'il y a une bonne stratégie de contenu, voilà, voilà, une stratégie qui est assez performante, quoi. Donc pour l'instant, voilà, je ne suis pas sur la régie publicitaire LinkedIn, surtout elle est assez chère. En fait, tu as des budgets journaliers qui sont enfin, un minimum. Et c'est des coûts qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que Facebook, quoi. Ok, d'accord. Là, j'ai fait une vidéo dernièrement là, sur les petites extensions de Google Chrome. Tu sais que tu peux rajouter sur LinkedIn pour essayer de rajouter un maximum de personnes dans ton réseau et leur envoyer des messages. Ça, c'est le genre de stratégie que tu utilises pour augmenter de manière vraiment ces petites stratégies de gros hacking. J'ai une stratégie qui est assez processée. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on va définir avec la personne que j'accompagne le persona. Une fois qu'on l'a parfaitement défini, moi, je vais chercher des profils similaires sur LinkedIn. Donc, j'utilise la version payante de LinkedIn pour être la plus fine possible. J'utilise des requêtes booléennes qui vont me permettre vraiment d'aller dans le cœur de cible. Sinon, en fait, tu es trop large. Donc, si tu tapes juste, je sais pas, tu cherches quelqu'un, euh, tu vas taper, je sais pas, tous les responsables d'usine et d'atelier. Tu Ouais, vois, tu peux utiliser des responsables euh, end, et après tu mets usine hors atelier, par exemple, tu vois, pour avoir des requêtes qui soient assez spécifiques. Parce que, en fait, très rapidement sur LinkedIn, si tu n'es pas spécifique dans ta requête, tu vas récupérer plein de monde, mais il y a plein de ouais, monde qui ne va pas être du tout quali. ouais. Donc, plus tu vas être spécifique et plus tu as des résultats de recherche pertinents. Une fois que j'ai trouvé mes résultats de recherche pertinents, en fait, je les scrape, donc je vais venir les aspirer. Je vérifie le fichier. Parce qu'en principe, en fin de fichier, j'ai toujours des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois, genre les derniers résultats de recherche. Donc, je check tout que, tu vois, si je cherche des directeurs en PACA de boîtes de moins de 20 collaborateurs dans telle sorte d'activité, tu vois, je vais checker la liste pour être sûr qu'il n'y ait pas de, tu vois, de prospects cible. Une fois que j'ai aspiré tous ces contacts, mon deuxième objectif, parce que là, je leur profile LinkedIn, j'ai leur nom, leur prénom, ça va être de trouver leur adresse email professionnelle. Une fois que j'ai trouvé leur adresse email professionnelle, j'ai un fichier qui est assez propre. Et donc là, je vais lancer mes campagnes. Je vais les contacter via LinkedIn. Et s'ils ne me répondent pas, je vais les contacter par mail. Donc, c'est à peu près comme ça que je procède. Et suivant le besoin, je vais scraper des annuaires ou je vais scraper des job boards. Tu vois, là, par exemple, pour une boîte qui fait du développement informatique, du coup, je vais scraper tous les postes de développeurs mobiles ouverts qui ont plus de 1 mois. Et, tu vois, et en fait, voilà, il faut être créatif aussi dans où est-ce que tu peux trouver ta donnée pour être le plus pertinent possible. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est intéressant comme technique.
Est-ce que tu peux parler du pixel Facebook? C'est un truc qui peut faire peur à certaines personnes. Est-ce que tu peux expliquer son rôle, à quoi ça sert concrètement? Ouais, clairement. En fait, le pixel Facebook, c'est un indispensable. En fait, vous pouvez le faire sans. Il n'y a pas de point de blocage. Par contre, vos campagnes elles vont être pétées. C'est-à-dire que le pixel, c'est un petit bout de code qu'il va falloir installer dans le head de votre site internet. OK? Et vous allez définir un événement. C'est-à-dire quand vous faites une publicité sur Facebook, par exemple, vous allez dire, bah, moi, ce que je veux, c'est générer de l'achat. Moi, ce que je veux, c'est générer du prospect. Donc, si par exemple, vous voulez générer du prospect, en fait, le prospect, il va remplir ses coordonnées et après, il va arriver sur une page de remerciement. Donc, vous allez mettre d'un côté votre pixel et de l'autre côté un événement standard, ce qu'on appelle, c'est un autre bout de code sur la page de remerciement. Ce qui va permettre à Facebook de savoir en fait quand la personne arrive sur la page de remerciement. Donc, si elle est arrivée là, ça veut dire qu'elle a rempli le formulaire, donc ça vous fait un prospect. Une fois que vous avez paramétré ces deux éléments, donc vous pouvez vérifier dans Facebook si ça marche, vous allez pouvoir paramétrer des campagnes avec un objectif. Donc, l'objectif, ça va être inscription terminée. En fait, ce qui va permettre à Facebook, à chaque fois que vous allez faire des inscriptions, d'aller s'optimiser. C'est-à-dire que l'algorithme, au départ, il démarre en phase d'apprentissage. Il s'optimise à partir de 50 conversions par semaine. Ça peut faire peur, mais ça peut, un, aller vite. Et deux, même si vous en faites un peu moins, ça s'optimise quand même. Hein. Et donc, du coup, ça permet en fait l'algorithme d'aller s'optimiser sur les gens qui ont été, qui sont finalement inscrits sur votre formulaire. S'il n'y a pas ça, en fait, déjà, vous ne pouvez pas faire des campagnes et monitorer les résultats. Donc là, le bénéfice, c'est que vous avez un coût d'acquisition. Vous savez combien vous a généré, combien vous a coûté un prospect. Donc, un formulaire, ça me coûte 10 euros. Un formulaire, ça me coûte 5. Un formulaire, ça me coûte 20. En fait, sans ce tracker-là, ce n'est pas possible. Et deux, ça permet à l'algorithme de s'optimiser sur les profils qui ont rempli le formulaire. Si le Facebook n'a pas l'information de savoir que c'est Y, Z et A qui ont rempli le formulaire, il ne veut pas aller pouvoir optimiser en fait sur des profils similaires. Donc en fait, les campagnes fonctionnent, tournent, il n'y aura pas de frein. Hein. Facebook, du moment que vous mettez la carte bleue, il diffuse, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Par contre, du coup, ça sera beaucoup moins performant et ça sera un peu l'argent un peu dépensé pour, voilà, je dirais pas pour rien, mais qui aurait pu largement être optimisé, avoir des meilleurs résultats avec le Pixel, quoi. Donc voilà. Sachant qu'il y a eu pas mal de modifs sur la partie iOS 14, ce qui fait que une partie des personnes peuvent bloquer en fait ce fameux Pixel. Et donc du coup, Facebook passe à côté d'une partie de la data. Alors déjà, c'est infiniment mieux qu'au démarrage, donc ça remonte quand même une bonne partie de la data. Mais il y a d'autres façons, d'autres outils comme l'API de conversion qui va permettre en fait de contourner un peu ce manque de data via le pixel, quoi. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà, c'est vraiment un prérequis, il faut le faire. Sinon, en fait, vous perdez de la performance sur les campagnes et donc moins de performance, c'est perdre de l'argent aussi, quoi. Ouais, il faut rappeler aux gens que voilà, c'est une véritable activité à publicité en ligne parce que voilà, il faut avoir ce recul nécessaire, le fait d'avoir un interlocuteur, c'est quelqu'un qui a une vision plus globale pour vous aider et que les techniques évoluent constamment, les règles aussi. Donc, jamais tout le monde aller voir un professionnel comme toi justement pour avancer et optimiser ses résultats. Mais pour les personnes qui voudraient, dans un premier temps, un petit peu essayer par eux-mêmes, combien tu conseilles comme budget pour un test et de faire un test sur combien de temps? Alors, le budget, c'est compliqué dans le sens où ça dépend vraiment de l'industrie et du prix du produit vendu, tu vois. Donc, si c'est 20 euros ou si c'est 500 euros, on ne va pas du tout être sur le même budget. Donc, moi, je dis souvent de partir sur deux fois et demi le coût d'acquisition. C'est-à-dire que vous vendez une paire de baskets à 150 euros, vous avez 50 euros de marge, et bah, tester sur 100, 150 euros par jour. En Ok. gros, voilà, pour donner une idée. L'idée, c'est d'être rentable, mais au démarrage, enfin, il va falloir tester des choses. Après, moi, je trouve que Facebook, c'est assez binaire. Hein. C'est-à-dire que si dans les 48, 72 heures, vous n'avez pas de résultat, vous allez peut-être en avoir par la suite, mais ça ne sera jamais rentable. Si ça marche rapidement. Donc voilà, il faut itérer. Donc, vous lancez la campagne et il faut résister à toute tentation pendant 48 heures de toucher la campagne parce que ça va être contre-productif. Il faut savoir que dès qu'on fait une modification, soit de plus de 20% du budget à la hausse ou à la baisse, ou une modification, on va ajouter une créa, ça va réinitialiser l'algorithme. Donc, du coup, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut laisser tourner la campagne. Si vous voyez qu'elle s'optimise et qu'elle tourne bien et que vous êtes satisfait des résultats, la règle d'or, c'est on ne touche jamais une campagne qui marche sur Facebook. Parce qu'en fait, vous allez définir une audience. L'audience, elle est
le Facebook aime bien les audiences larges. Donc, vous allez partir sur une audience large. Et en fait, Facebook va trouver une poche d'audience dans laquelle il va aller diffuser et qui va bien fonctionner. Si vous arrêtez, vous redémarrez, vous pouvez avoir des meilleures performances, mais peut-être des moins bonnes parce qu'en fait, il ne va pas retrouver cette poche d'audience. Donc, surtout, ne pas toucher une campagne qui marche. Si vous voulez faire d'autres tests, vous faites une autre campagne à côté. D'ailleurs, c'est bien d'avoir une campagne un peu bac à sable sur laquelle vous allez pouvoir tester des créas. Ok, d'accord. On peut démarrer seul Facebook. Hein. Franchement, c'est faisable seul. Voilà, il y a des tutos qui existent. Enfin, c'est totalement possible. Et une fois que vous maîtrisez bien, que vous avez compris ce qui marchait et que vous n'avez plus le temps, bah, du coup, le confier à un prestat si besoin. Quoi. Mais on peut démarrer seul sur Facebook sans problème. Et, est-ce que tu as un exemple de stratégie pour l'acquisition de prospects qui cartonne, des petits exemples un peu concrets que tu as eu parmi tes clients ou que Ouais, tu as alors, observé autour de toi? sur Facebook, parce qu'on parle de Facebook, mais du coup, je vais vous donner un exemple. En fait, il y a deux façons de faire la génération de prospects sur Facebook. La première, c'est de renvoyer vers une page d'atterrissage. Et la deuxième, c'est de générer du lead directement dans Facebook. Le problème de ça, c'est que pour générer du lead dans Facebook, ça marche extrêmement bien, mais souvent, il est peu qualifié parce que c'est tellement simple de laisser ses coordonnées dans Facebook que tout le monde le fait. Et surtout, il y a une forme d'autocomplétude des données qui fait que c'est ultra facile, voire même sur des marchés plus seniors, les gens ne se rendent même pas compte en fait, qu'il y a leurs coordonnées. Donc déjà, je conseille de faire vraiment des questions filtres en fait, sur la génération de formulaires in-app pour que la personne en fait, le fasse en conscience, que ce ne soit pas juste j'appuie sur 3 boutons et après, je ne sais pas. Voilà. Mais notamment, là, j'ai fait une campagne qui a extrêmement bien marché. Mais aussi, quand je disais que marketing, on n'est pas des magiciens aussi, je pense qu'il y a une tendance de fond aujourd'hui qui va avec, qui a fait aussi que la campagne a été un succès. On est sur des bandes de recharge électrique. Station de bande de recharge électrique. Et du coup, pourtant, on était sur un marché qui était régionalisé, donc en Bouches-du-Rhône, donc ce qu'aime pas du tout Facebook. Voilà, il n'aime pas trop qu'on le bride, donc, et notamment sur des petits bassins d'audience. C'est sûr qu'une campagne nationale aurait été bien plus performante, mais malgré tout, ça a été très, très performant et ça génère du lead, ça génère des bons leads, quoi, très qualifiés et ça tourne bien. Quoi. Donc voilà, après avec des coûts par lead qui sont plus que raisonnables par rapport au coût de la prestation. Quoi. Donc super intéressant. Et d'ailleurs, cette verticale, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant à creuser, enfin très intéressante à creuser. Quoi, tu vois. Ouais. Et là, par exemple, tu vois, ça marche très bien sur. Je fais de la génération lead in-app, ça marche super bien. Par contre, voilà, comme tu disais, sur une cible senior, la génération in-app sur Facebook, ça marche. Mais par contre, en fait, tu as des prospects qui sont peu qualifiés, puisqu'en fait, ils ne savent même pas qu'ils ont laissé leurs coordonnées. Quoi, tu vois. Donc, soit il faut être ultra blindé côté formulaire en mettant 3-4 questions filtres. Il faut être bien que la personne elle est super motivée. Soit du coup, là, il faut plus renvoyer vers une landing page qui fonctionne mieux et qui apporte moins de prospects, mais beaucoup plus qualifiés. Donc, du coup, ce qui compte à la fin, c'est le taux de conversion. Hein. Donc, voilà. Est-ce que tu vois des domaines où c'est complètement saturé au niveau de la publicité en ligne, ou bien en ciblant bien les personas, on arrive toujours à s'en sortir? Là, spontanément, je te dirais le coaching, parce que depuis le Covid, ça a explosé partout, sans voir des cours. Mais c'est comme tout, tu vois, moi j'en ai accompagné plusieurs, et en fait, à chaque fois, ils étaient sur des verticales ultra spécifiques. Donc en fait, je pense que ce qui marche plus, c'est le coach un peu généraliste, mais c'est très spécifique. Je pense que ça fonctionne, quoi. C'est comme tout. Mais c'est sûr que je vois beaucoup de coachs. Alors, je pense qu'aussi, c'est biaisé parce que tu sais, Facebook va aller afficher ce que tu vois. Donc, si tu as tendance à. Enfin, voilà, vu que j'ai accompagné plusieurs coachs à suivre aussi les business de coach, forcément, bah, ils me renvoient de la pub sur le business de coach et j'ai l'impression que Facebook est rempli de coachs. Donc, il y en a sûrement d'autres qui n'ont pas cette impression, mais ouais, c'est un marché qui a vraiment explosé. Et je pense qu'il faut être super vigilant sur son positionnement pour être performant. Sur son positionnement, sur la preuve sociale, sur son offre. Comment tu vois l'avenir du business en ligne, toi? Tu vois, tu penses qu'on est à quel niveau? C'est une question que je pose un peu, qui est un peu bateau, mais je la pose souvent. Est-ce que tu penses qu'on est proche de la saturation ou on est au tout début, là, en France, de l'exploitation de ce domaine? Alors, je ne dirais pas qu'on est au tout début, je ne dirais pas non plus qu'on est au proche de la saturation, parce qu'en fait, si tu veux, le principe même de l'économie, c'est qu'il n'y a pas de vide. En fait. Dès qu'il y a un vide, il est comblé. Donc, je pense que dans tous les cas, en fait, le modèle fait que évoluer, tu vois. Et que, tu vois, là, par exemple, quand je te parle de growth hacking et d'aller scraper de la donnée, etc., tu vois, c'est des techniques dont on parlait encore très peu il y a quelques années, tu vois. Et ça, c'est des vrais relais de croissance. Donc, si tu veux, je pense qu'on est en plein dedans, mais je pense surtout que, en fait, les techniques d'aujourd'hui ne seront
pas les mêmes dans 2, 3 ans et qu'il faut Ouais. être ultra vigilant et ultra en veille par rapport à ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que ma plateforme favorite, enfin, j'utilisais beaucoup pour faire de la pub et j'utilise encore, c'est Facebook Insta. Hmm. Clairement, voilà, je vais passer à TikTok parce que en fait, le marché est en train de se déporter. Aujourd'hui, Facebook, ça marche bien dans le sens où on est sur une cible qui est plutôt mature, parce que c'est plutôt des vieux, entre guillemets, même Hmm. si voilà, qui vont sur Facebook, donc qui ont l'habitude de consommer. Donc, sur Facebook, les gens ont l'habitude de voir des pubs, de cliquer, de consommer aussi, donc ça, c'est bien. Du coup, qui ont du pouvoir d'achat, parce qu'on est sur une cible un peu plus âgée. Mais Ouais. par contre, il y a 20 ans, c'était TikTok, Facebook. Ils étaient Hmm. là, les 16 ans. Donc, en fait, je pense qu'aussi, tu as des tendances de fond qui se dessinent et c'est à toi aussi, en tant que agence marketing ou du moins créateur, entrepreneur aussi, d'être capable en fait, de dire, bah, OK, je sens que le vent va par là, il faut que je m'y mette parce que là, sur TikTok, tu es en capacité de faire des reach très facilement parce que tu es encore sur une plateforme qui est encore jeune, quoi, tu vois. Ce qui sera plus le cas bientôt, tu vois. Quand Facebook, au démarrage, tout le monde pouvait poster tes pages entreprises, ça marchait trop bien. Au fur et à mesure, la publicité est arrivée. Aujourd'hui, si tu publies un truc, il y a 20% de ton audience qui le voit parce que sinon, il faut payer, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y a des opportunités au démarrage qui sont fabuleuses, quoi. Ce qu'il faut, c'est être super en veille et super à l'écoute du marché parce que ça évolue vite et que tu peux très vite exploser ou très vite, du coup, louper le train et te mettre un peu à mal, quoi, tu vois. Et après, bah, le rattraper, ça coûte de l'argent, quoi, tu Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou quelqu'un en reconversion professionnelle qui voudrait se lancer dans une agence SMMA, publicité en ligne, acquisition client? Si quelqu'un voilà, a regardé cette interview et que ça le tenterait de se lancer dans la même activité que toi, quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner? vois. Bah, ce qu'on s'est dit un peu au début, hein, c'est-à-dire d'être spécifique. Faire des agences marketing à des Mm. tonnes, donc choisir un créneau quoi, très clair, un positionnement, enfin, voilà, un persona, un positionnement. Donc, parce que tout est possible après. Le métier du marketing est tellement vaste. Donc voilà, choisir un positionnement, deux, d'être ultra, enfin d'être expert. En fait, ça Ouais. sert à rien d'être expert sur 15 trucs parce qu'en fait, tu n'es pas expert sur 15 trucs, ça ne fait pas sens. Tu Mm. vois. Donc, tu es expert sur un sujet, d'apporter un maximum de valeur, de pas au début je dirais de ne pas se poser de questions par rapport au prix, dans le sens où, en fait, ce que tu veux au début, c'est te rassurer sur ta capacité à gérer une relation client, à délivrer de la prestation, à facturer, tu vois. Peu importe si tu factures cher ou pas cher, mais au début, il faut y aller, quoi. Et c'est-à-dire ne pas trouver de fausses excuses pour pas démarrer en disant mon service, il n'est pas complet, ou si t'es pas fini. En fait, il faut y aller et il faut directement aller dans le bain et se confronter au vif du sujet, quoi. Et pas hésiter à être pas cher au démarrage. Peu importe, ce qu'il faut, c'est faire des premiers clients, se mettre en confiance et une fois qu'on a les premiers clients, on prend confiance et puis après, ça permet d'attirer les suivants et d'augmenter ses prix au fur et à mesure, quoi, tu vois. Mais surtout, voilà, le conseil, c'est être spécifique, quoi. C'est important. Surtout dans une industrie comme les agences où, un, il y a pléthore de monde, deux, il n'y a aucune barrière d'entrée. Personne ne te Ouais. demande un diplôme de Google Ouais. AdWords ou de... Donc, en fait, ce qui fait aussi que c'est dans un univers où il y a beaucoup de gens qui sont médiocres Mm. et il y a beaucoup de bots qui sont échaudés, enfin, tu vois, par Ouais. des agences parce que c'est mal passé, parce que, enfin, et moi, je récupère pas mal. Je dirais qu'il y a 50% de mes clients qui ont un peu souffert précédemment parce que bah, les promesses sont pas tenues ou ils font un site internet et le site internet n'est jamais livré. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et heureusement. Mais voilà, c'est important aussi d'être ultra rassurant dans la démarche parce que des fois, en fait, c'est compliqué de faire des devis sur le digital. Tu sais jamais où le projet vraiment s'arrête, enfin, notamment sur la création de sites, etc. Et des fois, tu as des gros fails, tu vois. Et du coup, les gens, ils ont du mal, et ce qui est normal, les clients, à refaire confiance derrière. Donc, il faut être ultra rassurant et ultra bienveillant dans son approche, quoi. Et si on a, enfin, il y a pas mal de prestataires qui vont regarder cette vidéo. Si tu as, un prestataire qui regarde la vidéo, comment est-ce que toi tu fais pour prospecter? Comment, voilà, la personne qui voudra avoir ses premiers clients, quel serait le conseil que tu lui donnerais pour arriver à trouver ses clients dans son domaine d'activité? Bah, je pense qu'au début, il faut compter la prospection un peu dans le dur, hein. Donc, Ouais. mais clairement, enfin, je pense que toi, tu viens de là Ouais. et moi aussi, tu vois, je pense que c'est la meilleure école. Parce que Ouais. être derrière son écran, c'est bien, mais en fait, tu décèles pas les subtilités psychologiques de ton client. Ouais. Donc, au début, il faut aller le contacter en direct, tu vois. Prendre, voilà, soit des emails, soit enfin, du téléphone, quoi, tu vois, du LinkedIn. Mais voilà, tu peux pas trop te cacher derrière ton site internet. Au début, il faut te mouiller, il faut y aller, quoi, tu vois.
Donc, moi, clairement, j'ai fait quand même pas mal de prospection ciblée LinkedIn ou même Facebook, tu vois. Des fois, je voyais des pubs Facebook qui étaient horribles, tu vois. Donc, je leur envoyais des messages. Donc, voilà, voilà, tout simplement, c'est de dire, bah voilà, tiens, moi, je me spécialise dans Facebook Ads, je vais, sachant qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a toujours de la place, parce que le marché est très large, tu vois. Et ben voilà, c'est des cibler tous les gars qui ont des publicités pétées au sol, quoi, tu vois. Et leur envoyer des messages. Et surtout, apporter de la valeur. Pas leur envoyer des messages genre, hey, salut, ta publicité, elle est moche, je vais pouvoir en faire une bien mieux grâce. Enfin, tu vois, c'est de dire, bah, pourquoi elle est moche, tu vois. Pourquoi elle sera moins performante, tu vois. Et vraiment, mon approche, c'est à chaque fois que je contacte des personnes, ou que les personnes me contactent, me demandent des conseils, mon premier objectif, il n'est pas de vendre. Mon premier objectif, c'est d'apporter de la valeur, tu vois. Parce que il est là l'enjeu, tu vois. Et bah, ça vend tant mieux, ça vend pas tant pis. Mais déjà parce que ça correspond à mes philosophies, quoi. Tu vois, ce que je veux, c'est qu'on a un échange constructif, tu vois. Et souvent, en plus, ça marche bien derrière. Ça permet d'instaurer une bonne relation de confiance, quoi. Voilà, de trouver un peu un petit fil, en fait, tu vois, un petit hack facile sur lequel tu vas pouvoir tester au démarrage et pas avoir peur, tu vois, sur Facebook notamment. Tu vois, je reprends ce même sujet, hein, de dire, bah, tiens, je vais aller récupérer toutes les pubs pétées. Donc, déjà, c'est facile avec la librairie Facebook Ads, tu as accès à toutes les publicités qui tournent en ce moment. Et après, sur les pages Facebook entreprises, souvent, tu as les numéros 06, quoi, tu vois. Donc, tu peux les scraper, tu peux en faire ce que tu en veux et pas hésiter à appeler, quoi. Au bout d'un moment, il faut se confronter, il faut y aller, quoi, tu vois. Donc, Ouais, ouais, carrément. et prendre des vestes, c'est normal. Ça fait partie du game. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à notre place. C'est que statistiquement, c'est normal. Ouais, et puis ça aide à se remettre en question. Tous les refus, ils sont très formateurs, ils sont très importants, et c'est comme ça qu'on s'améliore, quoi. Donc, Exactement. ouais, et il faut rappeler aux gens, actuellement, toi, la prospection, ça représente toujours combien de pourcents de ton job? On va dire 30% dans ces Ouais, eaux-là? je dirais autant que ça. Ouais. En fait, Ouais, si tu veux, quand tu es une petite boîte, c'est soit tu fais de la croissance, soit tu meurs. Donc, en fait, la prospection, t'as pas trop le choix, quoi. Tu vois, il faut constamment prospecter. Alors, moi, la chance que j'ai, c'est que j'aime bien. Tu as beaucoup de gens qui n'aiment pas. Et du coup, c'est un vrai sujet. Quand tu démarres ta boîte, si tu n'aimes pas la prospection, c'est compliqué quand même. ouais. Et oui, c'est sûr que la prospection, ça fait partie de mon quotidien. Alors, je le fais de manière un peu différente. Je fais beaucoup de création de contenu sur LinkedIn. Voilà, j'ai d'autres stratégies, mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, quoi. Ça ne me quitte jamais, quoi. Qui j'ai dans le pipe, qui je dois relancer. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit, quoi, tous les jours, quoi. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a partagé pas mal de valeurs là, dans cette interview. Est-ce que tu vois, je te laisse carte blanche, est-ce que tu vois un sujet que tu voudrais développer qu'on n'a pas développé? Est-ce que tu as un message à faire passer aux abonnés qui regardent? Est-ce que tu as une petite conclusion? Là, c'est le petit moment, je te laisse un peu dérouler Ok. freestyle. Ce que je pense, c'est qu'il faut être plus malin. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais il y a aucune limite. La seule limite, c'est l'imagination. Donc, toujours penser plus malin que enfin, pas être plus malin que les autres, mais penser à la petite idée qui fera la différence. Enfin, voilà. Là, il y avait l'exemple des publicités Facebook voilà, qui est un exemple clé, mais je ne sais pas, vous êtes créateur de contenu sur LinkedIn, vous adressez à des signaux, bah voilà, essayez voilà, de rentrer par un signaux faible qui va être interprétable et sur lesquels vous allez avoir un beau taux de conversion. Voilà. C'est vraiment de trouver des petits hacks qui vont vous permettre de gagner du temps en démarrage et surtout de pas se désespérer en fait, parce que le démarrage, c'est dur. Le plus dur, c'est de démarrer. Une fois que vous avez démarré, ça va rouler, quoi. Voilà, de penser un peu différemment et essayer de se démarquer. Donc, je pense que ça, c'est important. Je pense que aussi il faut être patient. La patience, c'est important dans l'entrepreneuriat. Euh, Hum. Toujours frustré, le matin on est super heureux, l'après-midi on est dégoûté, enfin, c'est normal, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc voilà, mais il faut être patient et le plus dur c'est le démarrage et après ça déroule. Mais voilà, faut être patient, il faut être résilient et puis ça le fait. Et puis de toute façon, dans tous les cas, la route est longue et la vie est longue, donc il n'y a pas il a pas de bile. Et je pense que le plus important, c'est de se dire que au final, on ne sauve pas des vies. Donc, peu importe ce qu'on fait, ce qui compte au final, c'est d'être bien dans sa peau. Super. Merci Steph, merci pour toute la valeur que tu as apportée dans cette vidéo, c'était vraiment cool. Je vous recommande tous d'aller la contacter. Je mettrai en description de cette vidéo tous les contacts pour ceux qui seraient intéressés par rapport à tes services. Moi, personnellement, j'ai bossé avec toi, donc voilà, je peux dire à tout le monde que je recommande ton travail et que vous allez obtenir de très bons résultats face à elle. Donc, un grand merci pour cet entretien. J'ai vraiment apprécié ce format et j'espère peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo avec toi. Ouais, je te remercie Sylvain, merci pour ton temps, merci pour l'interview et pour l'échange. C'était un bon moment, c'était super cool et avec plaisir
prochaine vidéo. Et merci à tous si vous êtes arrivés jusque-là. Et, et à très vite. Merci Sylvain.